Au début du XXe siècle, l'automobile est en plein développement et se pose alors la question de savoir comment prouver que les nouvelles voitures sont à la fois performantes mais également fiables. Va alors émerger l'idée de faire une course, donc pour le côté performance, rapidité, mais de 24 heures qui pourra, elle, prouver la fiabilité, la durabilité, la résistance de ces nouvelles voitures. Ainsi naissaient en 1923 les 24 heures du Mans qui célèbrent leur centenaire ce week-end. Juste avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, résumer 100 ans d'histoire en une seule vidéo, vous vous doutez bien que c'est un petit peu compliqué, donc on va essayer de synthétiser au maximum, mais il manquera forcément des éléments. Et je voulais aussi vous préciser que pour faire cette vidéo, je me suis appuyé sur ceci, le guide des 24 heures du Mans d'Auto Hebdo, qui est excellent. Voilà, honnêtement, je vous le recommande. Il y a des éléments qui seront repris, bien évidemment réintégrés dans le contexte de cette vidéo, mais il y a des informations, en tout cas, qui sont tirées de ce magazine, n'en soyez pas étonnés. Avant de s'attaquer vraiment à la 91e édition des 24 heures du Mans, qui va donc se dérouler ce week-end, il faut un contexte spatio-temporel. Donc sur la temporalité, vous l'avez compris, c'est le centenaire ce week-end. Et cette course se déroule donc au Mans, sur le circuit de la Sarthe. Plus de 13 km à parcourir. À défaut de tourner en rond pendant 24 heures, au moins les paysages vont un petit peu changer, il faut plusieurs minutes pour faire un seul tour, et c'est vraiment un circuit extraordinaire, mythique dans le sport automobile que les pilotes vont donc devoir essayer de dompter tout au long de ce week-end. Il débute sur une portion du circuit Bugatti, donc au Mans, un circuit permanent qui est notamment connu actuellement parce qu'il accueille le GP Explorer. Il va donc être repris pour ce fameux droit à fond qui était venu piéger Joyka l'année dernière, puis derrière la chicane Dunlop, et ensuite on partira avec les S de la forêt qui vont nous emmener tout simplement sur des routes ouvertes spécialement fermées pour le week-end de course, avec notamment l'immense ligne droite des Hunaudières qui est entrecoupée de 2 chicanes histoire d'éviter que les voitures s'envolent. Oui, ça peut arriver, mais ça on va en reparler. Qui nous amène ensuite sur un gros freinage à Mulsanne avant les virages d'Indianapolis, d'Arnage ou encore les virages Porsche. C'est vraiment un circuit mythique avec des enchaînements légendaires que l'on aura finalement l'occasion de redécouvrir tout au long de cette course. Comme on l'expliquait en introduction, c'est donc une course d'endurance. Il faut donc aller vite, mais surtout aller loin, aller jusqu'au terme de ces 24 heures. Une manœuvre suicidaire au premier virage n'est donc pas la chose la plus intelligente à faire, et il faut plutôt se concentrer sur le fait de trouver son rythme et de bien se caler dessus pour rallier l'arrivée le plus vite possible par rapport à ses propres capacités. En fait, assez rapidement, oublier les autres, bon, il faut pas complètement les oublier non plus, mais se concentrer vraiment sur soi-même et plutôt essayer de s'adapter sur les atouts de sa propre monoplace. Ça peut être sa rapidité sur des relais courts, les enchaîner, plutôt sur des relais plus longs, la gestion de pneus, la gestion du carburant. Bref, une voiture peut avoir énormément d'atouts et il faut plutôt se concentrer là-dessus plutôt que sur ses rivaux. Et finalement, ça va créer d'énormes divergences en termes de stratégie, ce qui fait qu'il n'y a quasiment jamais deux voitures qui s'arrêtent au même moment tout le long de la course, et il y a tout le temps des décalages stratégiques. Ça rend la course en fait assez difficile à lire parce qu'on ne sait pas exactement quelle quantité d'essence a été embarquée par tel ou tel équipage, et qu'est-ce qu'ils vont décider de faire finalement en termes d'arrêt au stand si à 1 heure du terme il ne leur reste pas encore 1 ou 2 arrêts qui vont venir un petit peu redonner des chances à ceux qui les suivent. Bref, tout le long c'est extrêmement compliqué à suivre et c'est ce qui rend finalement cette course passionnante, parce que même si ça se suit pas toujours à 2 secondes, il peut toujours y avoir un rebondissement qui peut aussi être un accrochage en course, et oui, ça arrive, et il y a là aussi des procédures qui sont prévues à cet effet, et c'est pas exactement comme en Formule 1, il y a par exemple un full course yellow qui va venir mettre tout le circuit sous drapeau jaune, sauf que le drapeau jaune c'est une sorte de virtual safety car où tout le monde se met au limitateur de vitesse, 80 km/h, et ne peut pas avancer plus vite que cela. A noter que dans ces moments-là, ça ne peut pas durer plus d'1 tour, durant lequel l'entrée de la voie des stands est fermée, donc on ne peut pas en profiter pour faire un arrêt au stand. En revanche, il peut n'y avoir qu'une des 35 portions qui ont été délimitées qui est actuellement sous drapeau jaune. On appelle ça alors une slow zone. Les mêmes règles s'appliquent, toujours 80 km/h, mais uniquement dans cette portion, et sur tout le reste du circuit, on continue à courir comme si de rien n'était. Enfin, une safety car, une voiture de sécurité, peut aussi être déployée. Il y a d'ailleurs une toute nouvelle procédure qui est introduite cette année au Mans avec
3 safety cars tant le circuit est grand, qui sont toutes déployées en même temps. On se regroupe derrière celle qui est juste devant, on ne tient pas compte de l'ordre et au bout d'un certain temps, les safety cars B et C s'effacent. Tout le monde se regroupe derrière la A. Ensuite, les voitures qui sont devant leur leader de catégorie peuvent se replacer et les hypercars sont également replacés à l'avant du peloton. Mais pour ce qui est des catégories de voitures, on va en parler dans un instant. En tout cas, cette toute nouvelle procédure qui est assez complexe pourrait ajouter encore des rebondissements à une course qui n'en manque pas, car c'est finalement la magie du Mans. Tout peut arriver à absolument n'importe quel moment, une défaillance technique, un accrochage avec un retardataire. Tant que l'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, ça n'est pas terminé. Retenez ça, on en reparle dans quelques minutes. Bon alors j'ai utilisé le mot hypercar, mais qu'est-ce que c'est? Au Mans, il y a toujours eu plusieurs catégories de performance afin d'avoir un classement parmi les voitures qui sont comparables. C'est comme si on avait une F1 qui roulait en même temps qu'une F2 et qu'une F3, on ferait un classement séparé à la fin pour compter les points. Mais par contre, il y a vraiment des F1 et des F2 et des F3 qui roulent ensemble. Bon, c'est pas ce genre de voiture, mais il y a vraiment des catégories avec des grosses différences de performance qui roulent ensemble, ce qui fait que pendant la course, il faut gérer tout du long des retardataires. Ça rend vraiment la course, mais c'est un bazar pas possible. C'est hyper compliqué à suivre, mais c'est aussi passionnant. C'est peut-être aussi pour ça que la course dure 24 heures, c'est pour nous donner finalement le temps d'appréhender ces 3 catégories. La première donc c'est l'hypercar. À l'heure actuelle, ce sont les voitures les plus rapides, c'est vraiment des bêtes, hein. C'est minimum 630 chevaux pour 1 tonne environ. D'après Auto Hebdo, c'est une voiture fermée pensée pour la course. Elle peut être hybride ou non, il n'y a pas de minimum de production exigé, donc elles sont vraiment prévues uniquement pour la course. On y retrouve des constructeurs mythiques tels que Ferrari, Porsche, Toyota, Cadillac et j'en passe. Et pour les différencier, il faut noter que les numéros donc des voitures sont sur un fond rouge. Deuxième catégorie, là c'est visuellement plus simple puisque tout simplement c'est un châssis unique Oreca 07 avec un moteur Gibson. Donc là c'est vraiment réservé aux équipes indépendantes. Il n'y a donc évidemment pas de minimum de production exigé non plus. C'est là aussi des voitures fermées pensées pour la course et les numéros pour les différencier donc c'est sur fond bleu. Et enfin, on a les GTE, des voitures de sport que l'on voit en fait occasionnellement, mais qui n'ont rien à voir avec celles que nous on voit. Ce sont de base, d'après Auto Hebdo, la version course d'une voiture à vocation sportive qui peut être ouverte ou fermée, mais qui doit être utilisable sur la route et disponible à la vente. Elle est réservée aux écuries privées, mais on retrouve des modèles là aussi exceptionnels, des Aston Martin, des Porsche, des Corvette, des Ferrari et j'en passe. C'est vraiment des voitures magnifiques et pour ce qui est du fond de couleur sur les numéros, c'est la couleur orange. Enfin, et je terminerai avec ça pour les voitures, il y a une BOP, Balance of Performance, balance de performance, hein, tout simplement, ça sert à rien d'utiliser un accent anglais, pour donc équilibrer les niveaux entre les différentes voitures. On le voit hein, par exemple en hypercar, la Toyota ne ressemble pas du tout à la Peugeot, et donc on va pouvoir utiliser des artefacts afin de rapprocher les voitures et d'avoir plus de spectacle. Alors on peut jouer sur plein de choses, hein, le poids minimum, une bride sur le moteur, la capacité du réservoir de carburant, la hauteur de caisse, la hauteur de l'aileron arrière. Bref, il y a plein de détails techniques qui sont exploités. De toute façon, visuellement, ça ne se voit pas. C'est juste pour que vous sachiez que les voitures ne sont pas toujours poussées au maximum et qu'on veut quand même un petit peu aider le spectacle. Bon, maintenant qu'on a parlé des écuries, on va parler des pilotes, parce qu'il faut bien que quelqu'un conduise ces voitures. Et justement, dans chaque équipage, on a 3 pilotes qui doivent obligatoirement conduire entre 6 et 14 heures, répartis ensuite comme ils veulent parmi les 3 pendant la course. Et il y a également une classification pour ces pilotes selon, on va dire, leur talent, un petit peu comme du e-rating, si vous voyez ce que c'est sur les jeux vidéo. En tout cas, vous avez un classement, donc si vous êtes un pilote professionnel, c'est soit platine, soit or. Et si vous êtes un pilote, on va dire amateur, vous êtes soit argent, soit bronze. On va pas rentrer dans le détail de ces classements parce que c'est pas indispensable, mais on va détailler un petit peu les obligations qu'il y a. Elles ne sont pas extrêmement compliquées, c'est tout simplement qu'en hypercar, on ne peut pas avoir de pilote bronze. Et en revanche, il y a des impératifs en LMP2 et en GTE. En LMP2, c'est obligatoirement un pilote argent ou bronze, et en GTE, c'est obligatoirement un pilote bronze et un pilote argent ou bronze. 62 équipages pour 186 pilotes.
Bon, vous vous doutez bien que c'est un petit peu compliqué de sortir des favoris comme ça. Oui, des, parce qu'il y a aussi un classement, alors il y a un classement général, hein, mais qui risque d'être dominé par les hypercars, et donc il y a un classement par catégorie. Si vous avez gagné en LMP2, si vous êtes le premier des LMP2 à l'arrivée, bah vous avez gagné le Mans. Alors je vais pas vous détailler la liste complète des participants, hein, pour des raisons évidentes, mais par contre je vous invite à aller la regarder, parce qu'en l'observant, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de noms que vous connaissez, notamment d'anciens pilotes de Formule 1. Moi je vais juste vous en donner 2-3 intéressants à suivre pendant ces 24 heures. Alors en hypercar, Toyota est largement favorite. En fait, ils sont seuls en catégorie reine depuis quelques années. Les autres constructeurs ne sont revenus que très récemment avec la nouvelle réglementation, mais Toyota surdomine l'endurance. Ils ont gagné les 5 dernières éditions des 24 heures du Mans. Ils ont gagné les 3 premières manches du championnat du monde d'endurance cette saison, les 1000 miles de Sebring, les 6 heures de Portimao et les 6 heures de Spa-Francorchamps. Honnêtement, il y a peu de choses qui semblent pouvoir les arrêter. Peut-être la balance de performance, peut-être des soucis mécaniques, peut-être quoi que ce soit en fait, parce que ça reste les 24 heures du Mans et il y a plein de choses qui peuvent les arrêter, mais ils sont quand même grandissimes favoris au départ. La numéro 7 a remporté 2 courses cette saison avec Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María Lopez, tandis que la numéro 8 en a remporté une avec Sébastien Buemi, Brendan Hartley et Ryo Hirakawa. Les principaux outsiders d'après ce début de saison semblent être Ferrari avec les numéros 50 et 51, puisque dès leur retour en endurance, ils ont signé la pole position. Ils sont la seule équipe à part Toyota à être montée sur le podium de chacune des 3 premières manches de la saison. Donc ils sont en embuscade, clairement, ils seront là si jamais il faut saisir des opportunités, mais ils ont forcément aussi eu leur lot de problèmes. Et parmi les pilotes, on note notamment un certain Antonio Giovinazzi, ancien pilote de Formule 1 chez Alfa Romeo Sauber. Parmi les autres outsiders, on a aussi Porsche, un petit peu plus en retrait, mais qui pourrait venir jouer les troubles faits. 3 voitures engagées, plus une autre pour l'écurie Hertz Team Jota. Et parmi les pilotes, on retrouve un certain André Lotterer ou encore Felipe Nasser, lui aussi pilote de Formule 1 brésilien. Pas pendant des lustres, mais quand même, il a eu de très bons résultats en endurance. Et puis enfin, on surveillera les très nombreux constructeurs présents, Cadillac et Glickenhaus, Van Wall ou encore Peugeot qui sont de retour en endurance depuis la deuxième partie de la saison 2022. Mais ça s'est pas tout à fait passé comme ils le prévoyaient depuis leur retour. Ils se sont bien préparés pour les 24 heures du Mans. Normalement, ils ont d'ailleurs une livrée spéciale pour le centenaire. On va leur souhaiter le meilleur pour cette édition. Mais ça part de loin. Du côté des LMP2, on est peut-être sur la catégorie la plus imprévisible, forcément, avec des châssis identiques. On a eu 3 vainqueurs sur les 3 premières manches de ce début de saison. Hertz Team Jota, United Autosport avec la numéro 23 et le Team WRT avec la numéro 41, où l'on retrouve notamment Robert Kubica et Louis Deletraz, qu'il va vraiment falloir surveiller parce qu'ils ont abandonné alors qu'ils étaient en tête des 24 heures en 2021. Ils ont terminé 2e en 2022. Là, s'ils reviennent, c'est uniquement pour la victoire. A côté de cela, on surveillera aussi la Prema numéro 63, au sein de laquelle on retrouve la jeune française Doriane Pain, extrêmement prometteuse et qui a connu de très bons résultats. Elle est montée sur le podium des 1000 miles de Sebring, aux côtés de son coéquipier, un certain Daniil Kvyat, que vous connaissez forcément. On surveillera aussi l'écurie Alpine en LMP2 en attendant son arrivée en hypercar. Et on surveillera aussi le français Simon Pagenaud, dont on avait parlé pour l'épisode sur les 500 miles d'Indianapolis et qui revient au Mans 12 ans après sa dernière participation. Et puis enfin, en GTE, il y a un favori. Clair et net, c'est la Corvette numéro 33. Cette saison, en 3 manches, elle a fait 2 victoires et une 2e place. Donc clairement, a priori, c'est les favoris, mais ils ont été privés de la victoire à Spa par l'écurie AF Corse, c'est Ferrari, hein, en gros pour faire simple, mais qui comporte notamment dans son équipage la jeune française Lilou Wadou, qui est devenue la première femme à remporter une manche du championnat du monde d'endurance. On lui souhaite de renouveler l'exploit lors des 24 heures du Mans, ce serait extraordinaire. Voilà un petit peu pour les favoris et les pilotes et écuries à suivre pendant ces 24 heures du Mans 2023. Et je vous l'ai dit, c'est le centenaire. Et donc forcément, vous vous doutez bien que sur une course qui a 100 ans, il y a pas mal d'histoires à raconter. On va devoir faire un tri, mais j'ai quand même envie de vous en donner quelques-unes. Ce week-end, c'est la 91e édition des 24 heures du Mans.
pas la 100e, puisqu'il y avait eu déjà une première manche d'abord reportée puis annulée en 1936 à cause des manifestations ouvrières, puis ensuite pas de course entre 1940 et 1948, d'abord à cause de la guerre, puis ensuite de ses conséquences, le circuit avait été détruit. En 100 ans, cette course a forcément connu beaucoup d'évolutions et la première, c'est sur les voitures qui concouraient. La première édition a été bouclée avec 2209 km à 92 km/h de moyenne. En guise de comparaison, l'année dernière, il a fallu 5177 km à 215 km/h de moyenne. Ah, les voitures vont un peu plus vite aujourd'hui. Pour en revenir à la première édition, elle a été remportée par André Lagache et René Léonard sur une Chénard et Walker. Unique victoire pour eux, comme pour l'écurie. Dès l'année suivante, c'est la première victoire de Bentley et la naissance des Bentley Boys. En fait, les Britanniques sont venus en masse pour les 24 heures. C'est une course qu'ils ont beaucoup appréciée et beaucoup gagné également en 1927. Bentley s'impose notamment avec le plus gros écart par rapport au second, 349 km d'avance. Vous avez oublié de suivre. Puis la légende du Mans va se forger avec des anecdotes spécifiques à cette course et que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Quelle est la première chose qui va vous venir à l'esprit lorsque vous êtes un homme dans la première moitié du XXe siècle et qu'on vous dit il y a une course de 24 heures, ben je vais la gagner tout seul, je vais conduire tout seul pendant 24 heures et je vais la gagner, ce sera pas un problème. Bon, personne n'a jamais réussi bien évidemment, mais on note quand même en 1950 la performance de Louis Rosier qui s'impose en ayant couru 23h10. Sur 24 heures, c'est quand même pas mal. Il a juste laissé 2 tours à son fils Jean-Louis. C'est d'ailleurs la seule fois qu'un père et un fils ont remporté ensemble les 24 heures du Mans. Autre spécificité des 24 heures, le départ type Le Mans. Alors là, accrochez-vous, on part sur quelque chose de fou. Si vous n'en avez jamais entendu parler, tout ce que je vais vous dire est absolument véridique. C'est instauré en 1925. Les pilotes s'alignaient debout, à droite de la piste. Leur voiture était garée en épi à gauche, selon leur ordre de performance. Et ils devaient courir jusqu'à la voiture, rentrer dedans et démarrer le plus vite possible. Complètement absurde, si bien que, vous vous en doutez, les pilotes qui veulent gagner la course et qui n'avaient pas compris que c'était de l'endurance et que n'allaient pas gagner sur 10 secondes, partaient le plus vite possible, ne s'attachaient pas, ce qui a conduit forcément à des accidents, et notamment en 1968, celui de Willy Mérès, qui est parti extrêmement vite, qui prend la tête, mais sa portière est mal fermée. En essayant de la refermer, il y avait vraisemblablement un problème dessus, en essayant de la refermer, il perd le contrôle de sa voiture dans la ligne droite des Hunaudières. Un accident terrible qui mit fin à sa carrière de pilote automobile et qui marqua profondément le Belge Jacky Ickx. Jacky Ickx, si vous ne le connaissez pas, c'est un sacré monsieur dans le sport automobile, vice-champion du monde de Formule 1 et quintuple vainqueur des 24 heures du Mans. En 1969, donc un an plus tard, Jacky Ickx insiste pour prendre le départ. Il pilote pour Ford. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attend que tout le monde soit parti, il marche tranquillement jusqu'à sa voiture, il s'attache, il part et il gagne la course. C'était pas compliqué pour Jacky. Suite à cela, le départ type Le Mans finira par être interdit. Et c'est quand même bien normal, en termes de sécurité, ça paraît quand même assez évident aujourd'hui. Des drames, il y en a eu plusieurs au Mans, notamment en 1955, lorsqu'une Mercedes est partie dans les airs et est venue percuter la foule dans la ligne droite de départ, faisant 84 morts. C'est le plus grand drame de l'histoire de cette course qui a provoqué le retrait de Mercedes en sport automobile pendant près de 50 ans. Un moment absolument effroyable. Si une marque allemande a quitté les 24 heures et le sport automobile, donc une autre est arrivée un petit peu plus tard. Porsche remporte sa première victoire au Mans en 1970 et la première d'une longue lignée puisqu'ils sont détenteurs du record avec 19 victoires. Record toujours inégalé, une écurie légendaire dans une course légendaire. Ça colle plutôt bien. Et justement, en parlant de légende, 2 ans plus tard, en 1972, Graham Hill remporte les 24 heures du Mans au bout de sa 10e participation. Enfin, le Britannique remporte cette course légendaire qui manquait à son palmarès et devient ainsi le premier et unique encore aujourd'hui détenteur de la triple couronne. Il a gagné Le Mans, les 500 miles d'Indianapolis et le Grand Prix de Monaco.
Son coéquipier ce jour-là est français, il s'appelle Henri Pescarolo et remporte la première de ses 4 victoires au Mans. Sacrée performance. Mais si on connaît Henri Pescarolo, c'est aussi parce qu'il est le pilote le plus capé aux 24 heures. Accrochez-vous bien, 33 participations. Je vous rappelle qu'il y en a une par an, hein, donc ça fait beaucoup. Il a également créé sa propre écurie par la suite. C'est un homme légendaire dans l'histoire des 24 heures. En 1980, autre légende, Jean Rondeau remporte la course avec sa propre voiture. C'est la seule fois que c'est arrivé dans l'histoire de cette course. C'est un peu comme en Formule 1, Jack Brabham qui avait gagné au volant d'une Brabham dans les années 60. Mais c'est vraiment une performance extraordinaire. On avance un petit peu et en 1997, alors que l'on s'approche peut-être des plus belles années de l'endurance, Tom Kristensen remporte la première de ses 9 victoires au Mans. Oui, un seul pilote a déjà gagné 9 fois l'épreuve, notamment 6 fois consécutivement entre 2000 et 2005 avec Audi, sauf une exception en 2003 avec Bentley, mais ça change rien, il avait gagné quand même. À ce moment-là, on arrive à l'âge d'or du Mans et 1999 est même appelée la course du siècle puisqu'elle regroupe 6 constructeurs différents, Audi, Mercedes, BMW, Panoz, Toyota et Nissan. Cette année-là voit une course absolument extraordinaire. Aussi pour Mercedes, toujours dans les voitures qui s'envolent, pas très drôle pardon comme transition, mais cette année-là, à 3 reprises, des Mercedes vont s'envoler en pleine ligne droite. Effet de l'aérodynamique, on va pas rentrer dans le détail tout de suite, cette histoire si vous voulez la creuser, elle est vraiment passionnante. Parmi ceux qui s'étaient envolés, un certain Mark Webber avant d'arriver en Formule 1. Mais la course va ensuite, après le retrait de Mercedes, reprendre ses droits avec une victoire de BMW devant Toyota et Audi. Podium de légende absolue cette année-là. Et en parlant de légende, 1999, c'est aussi la dernière participation d'Henri Pescarolo. Il y a encore tellement d'histoires à raconter au Mans que j'aimerais vous partager. La deuxième place de Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes, au volant d'une Pescarolo justement, mais aussi les victoires de Peugeot, absolument extraordinaires. Mais on va s'arrêter sur une image qui résumait Toyota jusqu'à 2018. C'est celle de l'abandon de Kazuki Nakajima au bout de 23 heures, 56 minutes et 35 secondes d'effort, alors qu'il était en tête. Toyota n'avait jamais réussi à gagner les 24 heures du Mans. Ils étaient maudits sur cette course. Ils abandonnent à l'entrée du dernier tour. Il en reste un à faire. Ils en avaient fait 383. Mais non, la voiture japonaise n'avançait plus. Plus de puissance, c'était vraiment terrible, ça avait fendu le cœur de tout le monde. De toute façon, ils ont été maudits. Toyota au Mans, ça a été l'histoire de problème sur problème. Ils ont fini par être récompensés. Là, ils sont sur 5 victoires consécutives. Une fois qu'ils ont installé leur hégémonie, par contre, ça bougeait plus. Justement, est-ce que quelqu'un pourra les faire bouger ce week-end? C'est toute la question. Réponse ce dimanche à 16h. Voilà, j'en ai terminé de cette présentation des 24 heures du Mans. La vidéo était peut-être un peu longue, j'en suis désolé, mais franchement, c'est tellement passionnant, il y a tellement de trucs intéressants à raconter. J'espère que ça vous aura plu. J'en termine avec 2 recommandations, en plus du Auto Hebdo, pour suivre la course pendant les 24 heures, ça peut être très intéressant. Forcément, Le Mans 66, film exceptionnel, vraiment à voir, et qui raconte une histoire que je vous ai pas racontée dans la légende du Mans. Mais aussi CBD, les 24 heures du Mans, CBD, bande dessinée, bien évidemment. Je ne suis pas du tout sponsorisé, mais elles sont franchement géniales. Là, c'est l'histoire de Jackie X et de ce fameux départ à pied. Le Mans en 1999, on en parlait. Bon, l'image est assez équivoque. Voilà, franchement, il y en a plusieurs. C'est très bien fait, très bien dessiné. Et vous en apprendrez plus sur la légende du Mans. Et sur ce, eh bien, moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne course ce samedi et ce dimanche. Courage à tous ceux qui vont essayer de tenir les 24 heures. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un certain jeu vidéo de Formule 1.